La façon dont je décrirais le SGB à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler serait de le décrire comme une maladie neurologique. Il s'agit d'une affection neurologique assez grave qui peut toucher les nerfs et qui entraîne principalement une faiblesse, mais aussi des changements sensoriels tels que des engourdissements ou des picotements. Elle peut toucher les bras et les jambes, mais aussi parfois la respiration, la mastication, la déglutition et l'élocution. Il existe un certain nombre d'autres affections nerveuses, mais la particularité du SGB, c'est qu'il survient généralement assez rapidement et qu'il est souvent déclenché par quelque chose, en général une infection. Ainsi, dans 60% des cas, après une infection, comme une infection des voies respiratoires supérieures ou une infection gastro-intestinale, une personne peut avoir une réaction à cette infection et développer cette maladie. La raison en est peut-être ce que l'on appelle le mimétisme moléculaire, c'est-à-dire que les microbes, le virus ou la bactérie auquel on est exposé, ressemblent à certains composants du nerf. L'organisme pense donc se protéger, mais en réalité, il endommage les nerfs et provoque cette affection. Parmi les symptômes précoces que les praticiens doivent connaître, je pense que la clé, c'est la vitesse à laquelle les symptômes se développent. Je l'ai mentionné, de nombreuses affections neurologiques se ressemblent, elles provoquent des faiblesses et des engourdissements, et beaucoup de gens ressentent ces symptômes pour de nombreuses raisons différentes. Mais le SGB est quelque chose d'implacablement agressif, qui se développe rapidement, sur une période de quelques jours ou semaines, jusqu'à environ 6 à 8 semaines. Une personne développe ces symptômes de faiblesse, d'engourdissement, parfois de manière ascendante, ça commence dans les pieds et ça se déplace rapidement vers le haut des bras ou des jambes, parfois non, parfois la maladie peut affecter les bras et les jambes selon un schéma différent. Mais l'essentiel, c'est que lorsque la maladie se manifeste de manière très agressive, le SGB doit figurer en tête de liste du diagnostic. Parmi les méthodes de test que nous utilisons pour diagnostiquer le SGB, une grande partie est clinique, c'est-à-dire qu'il suffit de parler au patient, de l'examiner et d'identifier le schéma de faiblesse. Nous utilisons souvent les réflexes pour savoir s'ils sont réduits dans le cas du SGB, parce que c'est l'une des caractéristiques clés. On utilise aussi l'examen neurologique. Mais nous avons souvent recours à d'autres tests. L'un d'entre eux, c'est l'étude de conduction nerveuse. Il s'agit donc de tests nerveux. Le problème, c'est qu'il n'est pas toujours facile d'accéder à ces tests. Nous avons également recours à l'analyse du liquide céphalorachidien. Il s'agit d'une ponction lombaire. On prélève un peu de liquide et on l'analyse. Et bien souvent, on constate une augmentation des protéines. Il s'agit des protéines qui endommagent vraisemblablement les nerfs. Ces tests peuvent être difficiles à obtenir. C'est pourquoi ils sont souvent effectués à l'hôpital lorsqu'une personne est suspectée d'être atteinte du SGB. Il existe des traitements qui peuvent stopper ou réduire l'agressivité du SGB, et plus ils sont administrés tôt, mieux c'est. Si une personne arrive à l'hôpital, qu'elle est diagnostiquée et traitée dans les 2 semaines qui suivent, avec des immunoglobulines en intraveineuse, IVIG, ou par plasmaphérèse, avec échange de sang, le patient a les meilleures chances de récupération. Et si cela peut se faire encore plus tôt, les chances de récupération sont encore meilleures. C'est pourquoi le plus tôt est le mieux, c'est certain. Et si cela peut se faire dans les premiers jours, là encore, les chances de récupération sont meilleures. Là encore, l'intervention se fait généralement à l'hôpital. Ainsi, lorsqu'on pose un diagnostic de SGB et que le patient est orienté vers un hôpital, qu'il subit le test et qu'il reçoit un traitement précoce, le patient a les meilleures chances de récupération. La récupération du SGB diffère d'une personne à l'autre. Elle dépend en grande partie de l'agressivité du SGB au moment où il apparaît. Elle dépend aussi en grande partie de la rapidité avec laquelle le patient reçoit le diagnostic et éventuellement l'un de ses traitements, comme l'IVIG ou la plasmaphérèse. Mais après cette période aiguë, la phase de rétablissement habituelle ou de routine est une phase de récupération assez précoce qui peut se produire plus rapidement et qui peut être suivie par une phase plus longue, en plateau, mais avec des chances accrues de rétablissement sur une plus longue période de temps.
En règle générale, nous espérons toujours que les traitements des premiers jours ou des premières semaines donneront un coup de fouet à la phase de récupération initiale. Mais la récupération générale qui suit est un peu plus lente. Elle peut se produire au fil des mois et parfois même au cours de la deuxième année suivant l'apparition du SGB. Après cette période, on pense que la récupération est peut-être très lente ou qu'un plateau a été atteint. Cela dit, j'ai entendu parler de patients qui continuaient à se rétablir plusieurs années après le SGB. Mais en général, c'est au cours des 2 premières années après l'apparition du SGB que la plupart des rétablissements se produisent. Je pense que la meilleure voie de rétablissement et les meilleures ressources auxquelles accéder au début et après le SGB devrait être une approche multifactorielle et multiressources. Vous avez mentionné un certain nombre d'équipes paramédicales, notamment la physiothérapie, l'ergothérapie, l'orthophonie, la thérapie respiratoire et même l'intervention des travailleurs sociaux. Je pense que toutes ces disciplines sont valables au sein d'une équipe, y compris la santé mentale. Il s'agit d'une maladie nerveuse qui ne devrait pas affecter le cerveau ou l'état cognitif ou mental du patient, mais comme nous le savons, avec une maladie aussi grave, il peut y avoir une composante de santé mentale. Mais parce que la maladie affecte les nerfs, la force musculaire et l'équilibre, une des disciplines les plus importantes, c'est la physiothérapie. Il s'agit à la fois d'essayer de retrouver la force, de maintenir la souplesse, mais aussi de retrouver l'équilibre et certaines autres fonctions. Et c'est là que l'ergothérapie devient également essentielle pour apprendre à récupérer les activités et les fonctions quotidiennes qui ont pu être perdues à cause du SGB. La nécessité d'une thérapie respiratoire ou orthophonique, par exemple, ça dépend de l'atteinte de ces fonctions-là. Si la respiration ou la déglutition ont été affectées, ces thérapies sont également essentielles pour essayer de réincorporer, de réadapter ces fonctions, tout en maintenant l'humeur de la personne, en la stabilisant et en lui apportant un soutien. La manière dont le SGB peut affecter les personnes à long terme, c'est en engendrant une faiblesse, un manque de sensation et une perte d'équilibre. Ce sont les principales choses qui peuvent rester. Mais on peut espérer une amélioration, une stabilisation et une récupération supplémentaire de ces éléments. En tout cas, c'est ce qu'on peut ressentir après un SGB. Ainsi, la faiblesse résiduelle, les difficultés d'équilibre résiduelles, l'accomplissement des activités quotidiennes, tout cela peut poser problème. Parmi les symptômes dont on ne parle pas autant, il y a la douleur. De nombreux patients atteints de SGB peuvent ressentir de la douleur. Imaginez que quand vous portez quelque chose, c'est comme si vous trimballiez un jeu de briques, ou quand vous voulez manœuvrer un appareil tout simple, vous avez l'impression de porter des gants. Vous espérez vous débarrasser de ces problèmes, mais si vous persévérez, cela peut être douloureux. Les articulations et les tendons peuvent alors être touchés et il peut y avoir des douleurs musculaires. Et puis, il y a la fatigue. La fatigue est très notable dans le cas du SGB, même si ce sont principalement les nerfs et les muscles qui sont touchés. Il faut faire beaucoup d'efforts pour accomplir des activités normales. Et enfin, il y a les crampes musculaires parmi les symptômes qui peuvent souvent survenir dans de nombreux contextes. Et cela vaut pour de nombreuses maladies nerveuses, dont le SGB. Il faut être conscient de cela et peut-être poser des questions au médecin. Je pense que le conseil que je donnerais à un patient ou aux membres de sa famille qui ont récemment reçu un diagnostic de SGB, c'est d'abord et avant tout que vous n'êtes pas seul. Il s'agit d'une maladie rare, alors cherchez à vous entourer. C'est là que la fondation du SGB-PDIC joue un rôle clé en fournissant du soutien et des informations. Et puis recherchez des ressources sur ce qui vous attend, sur certaines des thérapies et certaines des réadaptations qui peuvent survenir. Et aussi gardez espoir. Il y a toujours de l'espoir pour un rétablissement continu, en particulier au cours de la première ou des 2 premières années suivant la maladie. Au début, on peut avoir l'impression d'être dans une situation désespérée après un événement aussi traumatisant et difficile, mais avec la réadaptation, il peut y avoir un rétablissement. Le SGB n'est pas censé se reproduire, ni récidiver, ni devenir une maladie chronique. Il s'agit d'une maladie monophasique. Elle vous frappe durement au début, mais après cette phase, il peut y avoir une amélioration et un rétablissement. Il faut donc toujours garder espoir.
j'ai reçu un appel au milieu de la nuit, alors que j'étais de garde, un appel qui concernait un patient dont la faiblesse progressait rapidement et nous avons immédiatement pensé au SGB. Je me suis précipité à l'hôpital pour intervenir le plus rapidement possible. Cette personne était arrivée à l'hôpital très rapidement, ce qui était encourageant. Nous avions donc bon espoir que le traitement permettrait d'enrayer la progression, et c'est quelque chose qui évoluait d'heure en heure. Le matin, il avait ressenti une certaine faiblesse au niveau des bras. L'après-midi, ses jambes étaient très faibles. Nous avons donc travaillé d'arrache-pied avec l'équipe du service des soins intensifs, l'équipe médicale, pour essayer de lui donner le meilleur traitement possible d'IVIG le plus rapidement possible. Il n'est pas toujours facile de se mobiliser. Il peut s'agir d'un traitement complexe à administrer. Mais toutes les équipes sont intervenues très rapidement et nous lui avons administré le traitement en quelques heures et nous avons vraiment vu les effets du ralentissement de l'évolution. Au cours du jour ou des 2 jours qui ont suivi, c'est comme si l'on mettait un frein à ce processus d'évolution de la maladie. J'ai vu le patient aujourd'hui et après avoir quitté l'hôpital, il est maintenant en phase de réadaptation. C'est donc très encourageant de pouvoir intervenir rapidement, d'arrêter cette progression et de voir quelqu'un se rétablir.